Impasse politique au Bénin, les élections municipales longtemps reportées auront-elles enfin lieu avant la fin de cette année comme l'avait promis le président Boni Yayi? La réponse dans ce journal. La Cour pénale internationale a lancé ce mercredi une enquête sur les atrocités commises par les milices armées en Centrafrique, un pays plongé dans le chaos et les violences depuis plus d'1 an. Après les déclarations d'intention du sommet de New York sur le climat ce mardi, les États vont devoir passer à la vitesse supérieure, ceci en vue de résultats concrets pour la conférence de Paris en 2015. Très heureux de vous retrouver sur Sika, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Nous ouvrons ce journal par les nouvelles en provenance du nord du Nigeria. L'armée fédérale nigériane a affirmé pour la première fois ce mercredi que le chef du groupe Boko Haram, Abubakar Shekau, a bel et bien été éliminé. Cette déclaration a été faite par le porte-parole de l'armée nigériane, le général Christ Olukolade, que je vous invite ici à écouter. Un convoi de véhicules de combat, celui que l'on utilise d'habitude quand la mission concerne des recommandements, a été tout d'abord engagé par des forces terrestres et aériennes qui étaient là pour surveiller. Dans le processus, plusieurs terroristes, y compris certains de leurs commandants, ont perdu la vie. Au nombre de ceux ayant perdu la vie, il y avait un certain Mohamed Bachir agissant ou se faisant passer dans des vidéos comme le défunt Abubakar Shekau, le personnage excentrique connu comme le chef du groupe Boko Haram. Précisons que la mort du chef du groupe Boko Haram, Abubakar Shekau, avait déjà été annoncée 2 fois depuis 2009 par des sources sécuritaires, mais jamais officiellement par l'armée. Le groupe islamiste Boko Haram mène depuis 2009 une sanglante insurrection armée dans le nord-est du Nigeria. Il a aussi commis de nombreux attentats dans les grandes villes du pays, notamment dans la capitale administrative, Abuja. Rendons-nous à présent au Bénin où la polémique enfle actuellement au sujet des scrutins électoraux. En toile de fond, le piétinement du processus devant aboutir à la correction de la liste électorale informatisée et une récente sortie du chef de l'État béninois faisant mention de la non-disponibilité des ressources financières pour organiser les élections au Bénin. Joalie Tondi et Floris Dossa pour plus de précisions. Depuis 2013, le Bénin devait organiser des élections municipales. 1 an et plus donc que les populations à la base brûlent d'impatience d'aller aux urnes pour renouveler leur confiance ou non aux élus communaux. Mais l'attente devient lancinante. Le préalable à l'organisation des dites élections, la correction de la liste électorale permanente informatisée l'EPI, n'est toujours pas achevée. Et pour cause, une série de goulots d'étranglement. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à un moment où il n'y a pas d'énergie. La SBE étant instable, et le groupe qui nous suppléait, comme depuis le 12 juin, le groupe n'est pas réparé. Tout le monde est bloqué en ce moment. Pour compenser, je suis en train de chercher à acquérir un second groupe électrogène. Et là aussi, quand j'ai lancé, ça fait déjà plus de 45 jours qu'on est derrière. Autre obstacle, mais un bien majeur à la célérité des tâches du COS-LEPI, le Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, la non-disponibilité des moyens financiers subséquents. Nous avons demandé l'argent depuis le 6 août. Donc ça fait près de 6 semaines qu'on n'a pas les ressources. Il est évident qu'on ne peut plus avoir la liste au 30 novembre. Compte tenu de ce retard que nous avons dans le paiement. Et pourtant, les griefs portés contre la LEPI en l'état remontent à l'élection présidentielle de mars 2011. Pratiquement 5 ans, fait observer Martin Asogba, membre de la société civile, doublement scandalisé, dit-il, par le retard qu'accuse le toilettage de la LEPI et la récente déclaration du chef d'État béninois faisant allusion à la cherté des élections au Bénin et la situation peu reluisante des finances publiques. Et nous sommes même des cartes maintenant intolérables, des plans machiavéliques pour tuer notre démocratie. Nous n'allons pas le lui permettre. Comme son affaire de révision de la Constitution n'a pas marché, il est en train de chercher d'autres moyens pour toujours s'accrocher au pouvoir. Mais cela ne lui marchera pas. Et ce n'est pas aujourd'hui que le chef de l'État viendra nous dire que les élections coûtent cher. On a dit, gouverner, c'est prévoir. Dans le rang de l'opposition, c'est carrément la levée de boucliers. Au moment où il a été élu, il y avait de l'argent. Au moment où il a été réélu en 2011, nous n'avions pas un problème d'argent. Pourquoi c'est aujourd'hui que nous avons un problème d'argent au moment où lui ne peut plus être réélu? Je crois que ce petit jeu ne peut pas durer. Et mon pays est tombé complètement bas. Donc je lui dis simplement d'arrêter rapidement
avant qu'il ne soit trop tard parce que nous sommes des légalistes. Il n'a rien dit, il a encore blagué, il va courir pour faire les élections. Pour le député et porte-parole du Parti du Renouveau démocratique, l'impasse n'est plus bien loin et il faut déjà parer au plus pressé. Le PRD déposera sous peu une proposition de loi pour limiter donc, le mandat des maires. Je crois qu'à partir de là, Yahya même peut comprendre quand même tout ce qui peut se passer. Une option qui toutefois ne sera pas suffisante pour démêler les chevaux. La Sénat, la Commission électorale nationale autonome en charge de l'organisation des élections, a également les mains tendues. 8 milliards pour démarrer la phase pratique des élections. Un fonds dont le décaissement pour l'heure aurait aussi du plomb dans l'aile. Précisons qu'aux dernières nouvelles, le gouvernement du Bénin a, lors d'un conseil extraordinaire des ministres, annoncé l'octroi d'un montant de 2 milliards de francs CFA à la structure en charge de la réalisation de la liste électorale dont le président, le député Saka Lafia, a promis la finalisation de cette liste électorale pour le 20 novembre prochain. La Cour pénale internationale a annoncé ce mercredi avoir ouvert une enquête sur une liste interminable d'atrocités commises par les milices armées en Centrafrique, pays plongé dans le chaos et les violences intercommunautaires depuis plus d'1 an. Meurtres, viols, déplacements forcés, persécutions, pillages ou encore utilisation d'enfants soldats. La liste des atrocités commises est interminable, a déclaré la procureure de la CPI, Mme Fatou Bensouda, dans un communiqué rendu public ce mercredi. Reportage. Procédant à une analyse indépendante et approfondie, mon bureau a rassemblé et a analysé scrupuleusement les informations pertinentes émanant de diverses sources fiables, a indiqué ce mercredi la procureure de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda. Elle a également rappelé avoir averti dès le début du conflit centrafricain que les attaques contre les civils ne seraient pas tolérées. Bangui avait de son côté saisi la CPI en mai 2014, arguant que le système judiciaire centrafricain n'était pas en mesure de mener seules les enquêtes et les poursuites. La situation en Centrafrique s'était détériorée après le renversement du président François Bozizé en mars 2013 par la Seleka, une coalition de plusieurs factions rebelles qui s'était réunie en août 2012 et avait pris les armes en décembre. Ils avaient finalement été chassés du pouvoir en janvier 2014. La rébellion Seleka, essentiellement constituée de musulmans originaires du nord de la Centrafrique, du Tchad et du Soudan, avait multiplié pendant des mois les exactions contre la population visant particulièrement les chrétiens majoritaires en Centrafrique. L'enquête de Fatou Bensouda vise l'ex-rébellion mais aussi les milices chrétiennes anti-Balaka qui s'étaient formées en réaction aux exactions de la Seleka et qui avaient à leur tour mené des exactions de masse contre les populations civiles musulmanes, poussant à leur exode de Bangui. Si ces violences intercommunautaires ont largement diminué depuis quelques jours avec le déploiement de la force de maintien de la paix des Nations Unies, toutes les bandes armées n'ont pas été démantelées dans ce pays, l'un des plus pauvres au monde. Les miliciens ex-Seleka sont aujourd'hui soit repliés dans leurs bastions musulmans au nord du pays, soit cantonnés dans des bases militaires de la capitale, tandis que les anti-Balaka se sont fondus dans la population civile. La Sierra Leone à présent qui reçoit le soutien de la République de Cuba dans sa lutte contre l'épidémie qui ravage ses populations. Une première équipe de médecins cubains est déjà sur le terrain. Ils ont pour mission de préparer le déploiement de la deuxième vague de l'équipe cubaine chargée d'aider la Sierra Leone à lutter contre le virus Ebola. Reportage. Les premiers éléments d'une brigade de 165 médecins et professionnels de santé cubains qui doivent combattre Ebola sont arrivés en Sierra Leone pour préparer le déploiement de leurs confrères. Ils sont 3 à être déjà sur le terrain et sont chargés de déterminer dans quelles provinces et localités seront déployés 62 médecins et 103 infirmiers cubains, tous des hommes âgés en moyenne de 46 ans. L'infection se transmet à travers un contact personnel avec une personne. Il n'y a pas de contact corporel ou de liquide corporel qui ne soit pas infectieux. Beaucoup de gens pensent que nous sommes fous, mais pas du tout. Il s'agit simplement de conviction, du besoin d'offrir notre soutien, comme nous l'avons toujours fait, à un pays frère, surtout en Afrique où sont réellement nos racines. Nous allons tous rentrer vivants, nous allons nous protéger. Nos familles peuvent être rassurées car nous suivons toutes les mesures de sécurité qu'ils nous enseignent ici.
Depuis le 15 septembre, ce contingent suit un stage de formation intensive à l'IPK, établissement de référence dans l'étude et le traitement de maladies tropicales. Des scientifiques à Londres ont indiqué mardi leur intention d'aller plus loin en matière d'essais cliniques pour des traitements expérimentaux d'Ebola. Mais aussi ont-ils averti que cela n'aidera pas à contenir l'épidémie dans un futur proche. Après les déclarations d'intention du sommet de New York, les États vont devoir passer à la vitesse supérieure en vue de la conférence de Paris sur le climat en 2015. Quelques 125 chefs d'État et ministres ont réaffirmé ce mardi à l'ONU leur engagement à lutter contre le réchauffement climatique. Convoqué par le secrétaire général des Nations Unies, le sommet de New York visait à relancer cette dynamique afin de permettre un accord global le plus ambitieux jamais atteint sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre avant la conférence de Paris en 2015. Reportage. Redoubler d'efforts pour limiter le réchauffement inquiétant de la planète, voilà ce à quoi se sont engagés à New York les dirigeants mondiaux, sommés de prendre leurs responsabilités face au changement climatique. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, demande à tous les gouvernants de s'engager à conclure un accord universel et significatif sur le climat à Paris en décembre 2015 et de faire tout ce qu'ils peuvent pour limiter la hausse de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius. L'objectif fixé à Copenhague en 2009. Le changement climatique présente un risque pour les entreprises et les marges financières du monde entier. Il menace notre solidité financière et nos efforts pour réduire la pauvreté et soutenir une croissance économique durable. Ceci est le début d'une nouvelle ère de coopération. Nous avons besoin de plus d'ambition et de synergie entre vous tous pour pousser l'économie mondiale dans la bonne direction. Pour sa part, le président François Hollande a annoncé que la France allait verser $1 milliard à un fonds vert créé en 2009 pour aider les pays en développement à faire face aux menaces. Or aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui mettons en danger la planète, c'est nous-mêmes qui devons régler ce que nous avons nous-mêmes créé, et notamment les pays en développement. À la tribune de ce sommet historique, le président Barack Obama a appelé à conclure un accord ambitieux à la conférence de Paris fin 2015. Il a promis que les États-Unis, qui ont une responsabilité particulière, prendraient leur part de fardeau pour contrer la menace urgente et croissante du changement climatique. Le climat change plus rapidement que nos efforts pour y répondre. Nos citoyens manifestent. Nous ne pouvons faire semblant de ne pas les entendre. Nous devons répondre à l'appel. Nous savons ce que nous devons faire pour éviter les dommages irréparables. Nous devons baisser la pollution par les énergies fossiles dans nos propres pays afin d'éviter les pires conséquences du réchauffement climatique. Nous devons nous adapter aux impacts que nous ne pouvons malheureusement plus éviter et nous devons travailler ensemble en tant que communauté globale pour attaquer cette menace mondiale avant qu'il ne soit trop tard. Je demande aujourd'hui à tous les pays de se joindre à nous, pas l'année prochaine ou l'année suivante, mais dès maintenant, parce qu'aucun pays du monde ne peut faire face seul à cette menace globale. Le représentant de la Chine, un des plus gros pollueurs avec l'Inde et les États-Unis, s'est lui aussi voulu coopératif. La diversité des participants, 120 chefs d'État et de gouvernement, plus de 200 entreprises et de nombreuses ONG montrent l'intérêt combien important à ce sujet. L'otage français Hervé Gourdel a été assassiné lâchement et cruellement, ainsi s'exprimait ce mercredi le président français François Hollande depuis New York où il assistait à la 69e Assemblée générale des Nations Unies. Dans une vidéo postée ce mercredi, le groupe terroriste lié à l'organisation de l'État islamique a annoncé la décapitation de l'otage Hervé Gourdel enlevé ce dimanche en Algérie, ceci en représailles à l'engagement de Paris aux côtés de Washington dans les frappes contre les djihadistes en Irak. Je vous propose ici de revenir sur cette déclaration du président François Hollande. Notre compatriote Hervé Gourdel a été assassiné par un groupe terroriste, lâchement, cruellement, honteusement. Hervé Gourdel est mort parce qu'il était français, parce que son pays, la France, combat le terrorisme. Hervé Gourdel est mort parce qu'il est le représentant d'un peuple, le nôtre, qui était pris de liberté et qui défend la dignité humaine contre la barbarie.
Ma détermination est totale et cette agression ne fait que la renforcer. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme partout et notamment contre le groupe qu'on appelle Daesh et qui répand la mort en Irak, en Syrie. La France ne cède pas au terrorisme. La France ne cédera jamais au terrorisme parce que c'est son devoir et bien plus, parce que c'est son honneur. Et puis consternation dans le monde politique en France après la décapitation de l'otage Hervé Gourdel ce mercredi toujours. François Fillon, l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, a rassuré le Premier ministre Manuel Valls de l'UMP que l'UMP, du moins pour l'unité nationale face au terrorisme, soutenait l'intervention française en Irak. C'était lors d'un débat sans vote à l'Assemblée nationale sur le sujet. Je vous propose ici de suivre un extrait de son intervention. Écoutez les témoignages. À 5 heures d'avion de Paris, on tue, on viole, on torture. Lorsque l'essentiel est en jeu, c'est-à-dire la liberté et la démocratie, lorsque la sécurité des Français est directement menacée, l'opposition ne se dérobe pas. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de gauche, il y a la République. Face au terrorisme, le groupe UMP ne tergiverse pas. Il est pour l'action et il est pour l'unité nationale. Un autre élément à présent, après 10 jours de grève des pilotes de la compagnie aérienne Air France, l'heure est au bilan. Au plan économique, cette grève a coûté très cher à la compagnie et a contribué à ruiner une partie des efforts consentis par le groupe pour retrouver le chemin des bénéfices. Reportage. 20 millions d'euros, voilà le montant que coûte au quotidien Air France la grève des pilotes entamée le 15 septembre dernier. Une perte qui devrait peser lourdement sur les résultats financiers du groupe et contrarier par la même occasion le retour à l'équilibre escompté pour la compagnie cette année. Alors qu'elle était au plus bas fin 2011 avec une perte nette de plus de 800 millions d'euros, Air France a su remonter progressivement la pente en lançant un vaste plan de réduction de coûts, ce qui s'est soldé par près de 8000 suppressions de postes. En 2013, les activités de la compagnie ont généré un chiffre d'affaires de 25,5 milliards d'euros. Mais le chemin du retour aux bénéfices est néanmoins encore lent, car sur cette même période, 349 millions d'euros de pertes et une dette nette de 5,35 milliards d'euros ont été enregistrés. C'est pour pallier tous ces problèmes qu'a été créé le projet de développement européen de la filiale low-cost Transavia. Projet que dénonce le syndicat des pilotes. Une sortie de crise est cependant vivement souhaitée pour arrêter la saignée et permettre à la compagnie d'amorcer un nouveau décollage dans un contexte concurrentiel féroce. Voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Mais avant de partir, cette pensée d'origine togolaise que je vous soumets. Si tu tapes la tête contre une cruche et que ça sonne creux, n'en déduis pas forcément que c'est la cruche qui est vide. C'est une pensée que je soumets à votre méditation. Ce sera tout pour cette édition d'information sur SICAT que je vous remercie d'avoir suivi. Retenez que l'information se poursuit sur notre site internet www.sicatv.info et sur la page Facebook de notre télévision, bien évidemment SICAT TV.